Et en fait, la question tombe bien parce que ça va permettre de faire la transition avec Daniel Soupe qui va venir maintenant. Alors, je ne vais pas le représenter puisqu'il était là ce matin, donc ça serait redondant, et qui va nous parler en fait de deux sujets. Donc, c'est principalement la recherche et l'évaluation de nouvelles espèces face au dérèglement climatique. Donc, le dérèglement climatique tel qu'il est, comment est-ce qu'on va implanter de nouvelles espèces d'arbres. Et puis, il y a un sujet qui est un peu particulier. Où est-ce qu'il est? Voilà. Un sujet qui est un peu particulier, qui concerne un usage spécifique, en particulier sur les haies défensives. Voilà. Donc, ça sera un petit aperçu là-dessus. C'est la fin, mais je trouve que comme le thème, c'est l'utilisation entre guillemets du végétal, la fonction du végétal, ça vaut le coup d'en parler. Bien. Bon, je ne vais pas me présenter, hein, je me suis présenté ce matin. Vous m'avez déjà beaucoup entendu. Alors, je vais vous parler de l'arbre en ville, mais surtout des contraintes nouvelles. Enfin, nouvelles, c'est pas nouveau, non, c'est pas nouveau. Il y a à peu près une trentaine d'années que j'ai identifié les problèmes de végétation urbaine. Notamment, on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais on avait identifié l'atmosphère sec des villes et la surchauffe des villes. Mais ce phénomène n'a cessé de s'amplifier. Et je parlerai plus facilement de dérèglement climatique. Alors, une des conséquences sur cette surchauffe des villes, c'est l'eau. Alors, la solution, ce serait de ne plus arroser les arbres en période de sécheresse et même de ne plus les arroser du tout. Mais comment y parvenir? Alors, tout d'abord, pour l'avenir maintenant, enfin il y a déjà quelques années qu'on plante des espèces intéressantes, il faut aller chercher là où elles se trouvent, dans les pays où elles se trouvent, les espèces qui sont performantes au niveau de la résistance à la sécheresse. Et ces espèces, elles proviennent de pays à fortes amplitudes thermiques, au climat chaud, sec en été, mais hiver froid, et sol pauvre. Parce que si on choisit des espèces de climat type méditerranéen, chaud, sec en été et tout, mais températures relativement douces, on aura des problèmes en les plantant à Mulhouse ou à Strasbourg. Donc, je vous ai fait un bref aperçu des pays que je visite régulièrement et qui sont pour moi des réservoirs d'espèces intéressantes. La Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le pays des Maghreb, la Sibérie, Chine et Bulgarie. Je n'ai pas cité les États-Unis et le Mexique, mais ça va venir. Les espèces d'avenir adaptées aux à-coups climatiques. Alors, je vous les ai présentées rapidement. Les acères, les acères burgerianum, il est très résistant. J'ai été surpris de le découvrir lors d'une visite d'une pépinière en Mongolie, à Ulan-Ude. Il fait moins 40 l'hiver. Et il résiste admirablement bien à la sécheresse et à la chaleur. L'acère cappadocicum, comme son nom l'indique, il vient de Cappadoce. Et donc, il fait chaud, très sec, et il pousse sur les terrains calcaires. Zoanenseanae, ça c'est un hybride. C'est très rare que je cultive des hybrides, mais là, c'est un hybride entre Cappadocicum et campestre. Donc, il a vraiment les avantages des deux familles. Donc, il est vraiment résistant. Montspéculanum, évidemment, Montpellier, et il remonte très haut en Europe, il y en a en Belgique, et des spécimens admirables. Le Carpinus japonica, moins connu. Carpinus orientalis. Alors, Orient, il pousse effectivement dans les terrains très secs et très arides. Et lui, il est vraiment intéressant, mais le japonica l'est tout autant.
Le Celtis, alors j'ai cité le Sinensis, il y en a bien d'autres. L'Evodia, c'est plus à démontrer et hautement résistant. Le Gleditschia, tous les Gleditschia en principe. J'ai présenté le Skyline, c'est le plus utilisé, le Coloreteria. Lui, il lui faut de la chaleur, il y a des sécheresses, ça ne le dérange pas, mais il lui faut de la chaleur pour pousser. Et les années chaudes, il pousse très bien, les années froides, les étés un peu frais, il pousse moins bien. Liquidambar orientalis, ça c'est vraiment une espèce d'avenir, parce que il est originaire de Turquie, et il pousse sur les terrains passablement calcaires, alors que le Liquidambar cirraciflua, il faut des terrains acides. Il a des couleurs automnales moins prononcées, mais il devient très beau et ça fait un grand arbre. Moi, je suis allé les voir dans leur pays d'origine, dans les stations, dans les forêts vierges. Ils montent à 35-40 mètres. Et la star, c'est le pistachier sinensis, le Pistachia sinensis, qui a des performances fabuleuses. En plantation urbaine, c'est un petit arbre, donc pas de très grand développement, mais très résistant. Après, il y a toute la famille des chênes. Là, je vais vous en présenter 2 ou 3, hein, c'est tout. Mais la Cutissima, il est remarquable. Il pousse régulier, il n'y a pas besoin de tailler. Vous voyez, il est relativement pyramidal. Il est magnifique. Il a un feuillage couleur or à l'automne. Il a une écorce magnifique. Voilà. Castanefolia, c'est le plus performant en matière de croissance sur des terrains secs, chauds, chaleur et calcaire. C'est le plus performant, il est capable de pousser de 1,50 m, 2 mètres par an. Le Myrcinifolia, qui est un persistant, donc qui garde ses feuilles l'hiver, et qui aujourd'hui représente à lui seul, enfin un tiers des ventes de chêne chez moi. Hein. Je suis pas le seul, mais pas loin de le cultiver. Et là dans les jardins, il fait fureur parce que il garde ses feuilles l'hiver. Il appelait chêne bambou hein, dans son pays d'origine. Le Rhizophylla. Alors, le Rhizophylla est un hybride de Rhizophylla maya, qui est lui persistant avec une feuille coriace. Et celui-là, c'est un hybride avec le rubra. Ça paraît bizarre. Mais vous voyez, il fait de grandes pousses, hein, des pousses de 80 cm, 1 mètre. Et on peut dire, il est persistant. Et vraiment, il est intéressant. Il a de belles couleurs. Il a un peu les couleurs du chêne rouge. Et il tient au calcaire. Le Quercus variabilis, qui est incontestablement une variété d'avenir, il pousse très régulier, fusiforme, il n'y a pas besoin de tailler. Le Zelkova. Alors le Zelkova, bon, c'est très résistant, mais il faut pas quand même le mettre sur des terrains trop gravillonneux et trop séchants. Hein. Bon. Voilà. Alors, tous ces végétaux ont une résistance accrue à la sécheresse, grâce notamment à leur cortège de micro-organismes qui les accompagnent. Et on va en parler un peu plus tard. Et sans ces micro-organismes, ils ne tiendraient pas. Par contre, en milieu urbain, pourquoi on a des mauvaises résistances à la sécheresse des végétaux? Une des raisons à cette mauvaise résistance des végétaux, c'est leur fosse de plantation. Leur fosse de plantation en milieu urbain, c'est très important. Et vous venez de poser une question sur le stockage en eau. Effectivement, les arbres ont tous, même qu'ils soient résistants à la sécheresse, ils ont besoin d'autant d'humidité que les autres. Mais pourquoi ils tiennent bien mieux en période de sécheresse? Parce qu'ils sont accompagnés de mycorhizes. Et de mycorhizes, d'un cortège de mycorhizes plus performants que les autres.
Mais par contre, il faut revoir quand même les techniques de plantation et augmenter leur capacité de stockage de l'eau de pluie hivernale et printanière et permettre à l'arbre d'en disposer l'été par les remontées capillaires. Alors comment on peut faire? La problématique des fosses, il y a des questions vraiment importantes à se poser. Nos fosses de plantation ne sont pas trop riches. Ça, c'est un élément que j'ai abordé tout à l'heure. N'y a-t-il pas une trop grande frontière entre l'oasis intérieure de la fosse et le désert extérieur de la fosse? Le confort n'incite pas à l'effort. Ça, c'est bien vrai. Quand on plante un arbre dans une fosse et qu'on apporte de la terre végétale, et en plus que l'on l'enrichit par des apports massifs d'amendements, bah, l'arbre n'a pas besoin de se casser la tête à aller sortir de la fosse. Il va sortir de la fosse, il va rencontrer un terrain inhospitalier, il va faire demi-tour, il va revenir, les racines vont faire demi-tour et revenir dans la fosse. J'aurais pu vous passer les diapos, j'en ai plusieurs, j'ai fait des tests, c'est effarant. Il n'y a pas de prospection hors fosse. Et donc, l'arbre, il ne peut pas résister bien à une période de sécheresse. Nous constatons aujourd'hui que les parties aériennes, et les parties aériennes le prouvent, que les racines ne peuvent ni s'ancrer en profondeur, ni sortir de la fosse. Après quelques années, la fosse s'appauvrit. Quand on fait une analyse microbiologique d'une fosse de plantation où les arbres dépérissent, on trouve des traces de bactéries fixatrices d'azote. Et parfois, comme c'était le cas au Futuroscope, 0 bactéries solubilisatrices de phosphore. Et plus aucune mycorhize. Donc, on le voit bien, le dépérissement peut alors commencer. Que peut-on faire? Eh bien, éviter de trop enrichir les fosses, éviter la trop grande différence entre le type de substrat de la fosse et le sol environnant. Il faut qu'il y ait le moins de différence possible. Créer et apporter une vie microbienne au sol hors fosse et dans la fosse. Apporter les micro-organismes dans la fosse et en grande quantité. Parce que, évidemment, si on n'apporte pas de terre végétale, il faut amener des cortèges de micro-organismes. Apporter le carbone, ça c'est pour nourrir les micro-organismes. Apporter le carbone nécessaire, bactéries et mycorhizes, et surtout revoir la configuration des fosses. Alors voilà, j'ai fait des schémas que je diffuse maintenant un peu partout, à tous les architectes paysagistes, les directeurs d'espaces verts de ville, sur la préconisation d'une fosse adaptée au système racinaire. Et vous voyez que la partie souterraine est excavée et remise en place pour la décompacter. Là, on fait un petit apport de carbone, donc sous forme de copeaux, qui sont moins évolutifs que le BRF. Le BRF, c'est du carbone à action rapide, le copeau beaucoup moins. Ensuite, en situation intermédiaire, décompactage du sol en place, incorporation de broyat et de copeaux. Et en partie de surface, incorporation de BRF, du compost. Si on ne met pas de terre végétale, il faut apporter un peu de compost. Et maintenant, on a découvert que c'était nécessaire d'apporter un peu d'engrais, pas minéral, organique, chargé en azote, pour compenser la fin d'azote que provoque l'apport massif de BRF et de broyat. Là, on va créer au départ une fin d'azote. Donc, il faut la compenser. Et on plante l'arbre là, et son système racinaire va se développer convenablement en allant prospecter toute la fosse, mais hors fosse. Parce que là, on ne l'a pas mis, mais on injecte
des micro-organismes orphos. Donc ces micro-organismes, en même temps qu'on les injecte, on injecte du carbone. Là, c'est pas le même. C'est du carbone qui est sous forme pâteuse. Hein. On l'injecte avec du palinjecteur, hein, parce que il faut que on peut pas travailler le sol trop loin. Donc on l'injecte. Et là, le développement racinaire peut se développer et la résistance à la sécheresse sera assurée. Mais surtout, on a travaillé des sols en profondeur, un peu plus profond, un peu plus large, et donc on a la capacité de stocker l'eau l'hiver, d'avoir un stock important de 10 à 15 mètres cubes, au moins 8 à 10 mètres cubes d'eau par arbre, et l'été, par capillarité, cette eau va remonter au niveau des racines et va être captée par l'arbre. Et c'est ça une des raisons, des clés pour la réussite d'une plantation, mais surtout sa parfaite tenue à la sécheresse. Et normalement, ces arbres-là, plantés comme ça, on n'a pas besoin de les arroser au départ. Alors il y a une autre technique que je ne présente pas là parce qu'elle est toute nouvelle, je ne l'ai pas encore sortie, elle est encore à la frappe, mais c'est de planter les racines au soleil. Donc ça, je vous en parle, parce que planter les racines au soleil, ça veut dire qu'elles voient le soleil. C'est-à-dire que l'arbre, au lieu de le planter au niveau du sol, ou 10 cm en dessous, le planter 20 cm au-dessus. Au-dessus du niveau du sol. Donc les racines voient le soleil. Alors c'est une façon de dire, on fait une légère butte, et ça a l'avantage que l'arbre, et là, attention, ne pas apporter 10 cm de mulch. Parce que plus vous mettez épais de mulch, plus vous enfermez le froid au moment de la plantation. Vous plantez en hiver, donc le terrain est froid, vous l'enfermez. Le mulch, c'est un isolant parfait, mais isolant pour la chaleur, mais isolant aussi pour le froid. Hein, à titre indicatif, faites l'essai, enterrez de la neige, mettez 10 cm de mulch. La neige, vous allez le gel, le terrain gelé, vous allez le retrouver au mois d'avril encore. Il n'aura pas dégelé. Donc, là, il a beau faire chaud, le sol ne se réchauffe pas, moins vite, les racines ne démarrent pas. Or, quand vous plantez plus haut, le sol se réchauffe plus vite, les racines, l'arbre va émettre ses racines plus rapidement, avec minimum un mois d'avance sur les autres. Et plus vite il va s'installer dans le sol, il va émettre des racines, et mieux il va résister à la sécheresse, et il n'aura, en théorie, pas besoin d'arroser pour la reprise. Voilà. Alors, prospectation des racines orphos, stockage de l'eau l'hiver, ça je vous en ai parlé. Les végétaux de climat chaud et sec ne doivent leur survie qu'au cortège de micro-organismes qui les accompagnent. Vous êtes peut-être déjà posé la question, mais comment font les arbres pour pousser dans le désert? Posez-vous vraiment la question. Il y a des endroits au sud du Maroc, il n'a pas plu depuis 7 ans. Les arbres, ils sont vivants. L'arganier, comment il fait? Alors c'est un peu plus complexe, hein, l'arganier, parce qu'il va développer ses racines à 30 mètres de profondeur. Hein, et on n'a pas encore déterminé si il avait un cortège de micro-organismes capables de l'accompagner à ces profondeurs comme ça. Ça fait l'objet d'une recherche qui va démarrer bientôt. Alors, en fait, les arbres que je vous ai présentés au début ont la capacité d'être accompagnés, de se faire accompagner par un cortège de micro-organismes qui leur permet de résister à la sécheresse. Et notamment les mycorhizes. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, en période de sécheresse, ce sont les mycorhizes qui sont les plus performantes. En effet, les ifs mycorhiziens ont une capacité de prospection de 50 à 500 fois plus que les racines sols. Les filaments
ce qu'on appelle les filaments, les ifs, hein, qui sont présentés là, vous les voyez un peu, ils vont aller au plus près de la molécule, alors que les racines et les poils absorbants vont rester bien en deçà. Et donc, ils vont capter l'eau bien mieux que les racines et ils vont approvisionner les racines. Alors, là, je vous ai présenté les endomycorhizes, qui sont les plus généralistes, celles qu'on retrouve le plus souvent sur certains arbres. Et là, les ectomycorhizes. La différence, c'est qu'il y en a une qui est dans les cellules de l'arbre, hein, et l'autre qui est en manchon sur les racines. L'ectomycorhize est en manchon sur les racines. Alors le chêne, le pin, le noisetier, le charme, le tilleul, tout ça, c'est des ectomycorhizes. Alors faire attention à si on doit mycorhizer un arbre, ne pas faire l'inverse. Hein. Si vous mycorhizez un chêne avec de l'endomycorhize, vous y versez un verre d'eau, vous aurez le même effet. Hein. Ça va faire 0. Hein. Et si vous ectomycorhizez un érable, ça aura les mêmes effets. Hein. Vous n'aurez rien du tout. Après, il y a des exceptions, mais elles sont rares. Des arbres qui sont à la fois endo et à la fois ecto. Le bouleau, par exemple. C'est un échange symbiotique parfait. Le végétal fournit à son hôte les sucres nécessaires à son bon développement, et en retour, les champignons, mycorhizes, apportent au végétal nutriments et eau inaccessibles au seul réseau racinaire de la plante. Ces symbioses améliorent la résistance des végétaux face à un stress hydrique, surtout en été, améliorent la nutrition et de ce fait garantissent la pérennité des plantations. Des arbres en bonne santé et des végétaux utiles pour la ville. Voilà. Alors ça, c'est la première présentation. Maintenant, je vais vous présenter autre chose qui est issue de la recherche. Alors pour votre information, j'ai une deuxième société qui s'appelle Synovège. Synovège veut dire Société d'innovation végétale. Recherche et développement dans l'utilisation des végétaux pour des besoins innovants qu'on ne connaissait pas. Et le premier des besoins, comment ça se fait que... Non, il est parti tout seul. Ah ben il s'est peut-être mis en automatique. Ouais, mais je n'en ai pas pour longtemps. Le principe... Ouais, bizarre, hein. Utiliser les végétaux. Alors, la clôture végétale, c'était un brevet que j'ai déposé il y a 15 ans. Utiliser des végétaux très épineux, tresser les branches les unes aux autres, ainsi qu'avec un maillage dense. Bon, bah là, non, il est automatique. Un maillage dense que vous pouvez voir en bas, impénétrable et insurmontable sans moyens lourds. Le principe, le premier rang d'arbustes, alors là, c'est évolution vers le décoratif, donc pour la ville. Là, je ne veux pas vous présenter la... Oui, il s'est mis en automatique. Hein. C'est parce que 5 minutes, alors il se dépêche. Ouais. Là, je ne vous présente pas la clôture végétale pour son utilisation militaire, police et antiterroriste. Je pourrais, et je vous assure que c'est très efficace. J'ai sécurisé dernièrement le Parlement européen à Strasbourg. Je vais sécuriser, à partir de ce printemps, la Cour européenne de justice. J'ai sécurisé la Banque de France. J'ai sécurisé beaucoup de choses. Et c'est très, très efficace. C'est la meilleure technique anti-intrusive au monde. C'est pour moi qui le dis, c'est les militaires. C'est le CETID à Paris qui l'a contrôlé, qui l'a testé. Je suis entre 10 et 20 fois supérieur à tout ce qui existe en clôture
métallique, béton et tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de portance en haut. Pénétrer, c'est très long. Voilà. Et normalement, ça se mesure, la sécurité, à la trotteuse, en minutes, en secondes. Il me faut, moi, 4 secondes pour sauter une clôture métallique, un treillis soudé. Il me faut 4 secondes. Et je l'ai fait devant les caméras de TF1. Et une clôture métallique, on la découpe en 10 secondes avec une meuleuse. Ça, impossible. Impossible de sauter par-dessus. Et découper, c'est très très long. Alors, le premier rang, elles sont décoratives, donc c'est une protection du public. Dans les milieux urbains, les écoles, j'en ai posé. Évidemment, on ne peut pas laisser les épines au contact du public. Donc, on va mettre un premier rang d'arbustes non épineux, tressés, sur fil, et qui isole le deuxième rang d'arbustes, et lui épineux. Et des fois, on met un troisième rang. Et c'est la formule la plus discrète pour une sécurité de site. C'est aussi la meilleure méthode pour l'emploi d'espèces armées d'épines redoutables, sans que celles-ci présentent un danger pour le public. Un gamin qui va tomber, qui va verser, une personne âgée qui va tomber contre la clôture, elle ne va pas se piquer. Voilà. Donc, voilà les espèces que j'utilise, Bevalis longifolia. Voilà des présentations décoratives, vous voyez, c'est assez joli. Hein. Et on ne dirait pas que derrière, il y a des méchants hein, qui nous empêchent de passer. Hein. Et là, j'aurais pu vous présenter ici, juste à côté, des camions qui ont rentré dedans. Ils ne sont pas passés. J'avais mis de l'antibélier. L'antibélier, le camion de 30 tonnes, il ne traverse pas. Et là, par exemple, on voit le concertina, vous voyez, entre les rosiers et les berbéris. Je l'ai fait exprès, la photo, j'ai mis le concertina. Et bien là, vers le poteau, il y a un camion de 30 tonnes qui est rentré dedans. Un mois après la plantation, il n'a pas passé. Et il y a les voitures qui passent sans arrêt, il y a un rond-point, et il y a les voitures qui vont tout droit, et ben elles s'arrêtent dedans. Alors, ça, c'est une déclinaison pour l'urbain. Voilà. J'ai pas été trop long? Donc c'est parfait, on a quand même 2 minutes pour une question. Ou alors une demi-question. Est-ce qu'il y a des... Oui. Frédéric Labatte, Astre d'Or Sud-Ouest. J'ai bien suivi les fouilles que vous faites, mais ça demande énormément de place. Quand vous devez intervenir sur une route, les trottoirs sont faits, vous n'avez plus qu'un trou de 1 mètre sur 1 mètre. Comment peut-on appliquer votre méthode? Vous disposez de combien? 1 mètre? Oui. Avec 1 mètre, je vous fais une clôture végétale, 2 rangs renforcés. Je revenais sur la plantation d'un arbre. Avec les mycorhizes et tout ça, fait la façon de bien travailler le... Ah non, mais pas sur la clôture végétale. Oui, alors là, si vous avez 1 mètre, bah vous l'étendez en longueur. Mais on ne peut pas, c'est tout bétonné, tout carrelé. Eh bien, à ce moment-là, vous allez faire une plantation dite traditionnelle, avec un trou et tout. Et moi, je vous préconiserais de faire des trous dans le béton pour passer le pal injecteur. Et j'injecterai les bactéries avec du carbone, hein, mais en support liquide. Et j'injecterai tout autour, de façon à ce que les racines progressent sous le béton. Et ça marche. Ouais, mais là, vous allez avoir des problèmes avec l'architecte et les... Parce que tout est fini, si vous faites des trous dans le béton. Eh ben, l'architecte, alors là, je me dégage, je fais planter quelqu'un que je connais pas, et l'architecte, il s'en prendra qu'à lui-même, parce que s'il n'a pas prévu le truc, ben, tant pis pour lui. Et les arbres, moi, je ferai un petit article à la population, parce que je reviendrai voir les arbres dans 5 ans ou dans 7 ans, ils vont dépérir et ils vont crever. C'est tout aussi simple que ça. Si les architectes ne comprennent pas que l'arbre est un élément essentiel pour la population, ben c'est pas de ma faute s'ils ne prévoient pas les infrastructures. Maintenant, un petit trou de 30 cm de diamètre dans du béton, ça se rebouche
Et normalement maintenant, on préconise de mettre des bétons poreux pour que l'eau puisse pénétrer. Donc, vous voyez, les architectes, on commence à les éduquer, on commence à leur faire comprendre que il n'y a pas que le béton qui compte, hein, il y a aussi les arbres. Une autre question ? Oui, Jérôme Coutan à Astrodor. Vous qui avez voyagé, je voulais savoir quel était le regard en espace vert, enfin dans d'autres pays, en fait, comment a été appréhendée cette question de l'arbre en ville. Alors là, je vais être obligé de condenser au maximum parce que j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais tout simplement, mon fond de pensée, c'est que en Europe, il n'y a pas qu'en France, en Europe, on a tout voulu maîtriser, organiser, standardiser, et j'en passais des meilleurs. Et on a traité l'arbre comme un élément urbain au même titre qu'une façade. Et nous, on nous a imposé de fabriquer l'arbre selon des normes AFNOR, qui est que l'arbre, et là je reprends un terme, vous allez en Allemagne, vous allez voir une pépinière, vous regardez le rang, vous voyez un arbre. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Ils sont tous pareils, réguliers. Ils sont en train d'y revenir d'ailleurs, hein, à cette forme-là. Parce qu'ils sont bouturés ou greffés. Donc ce sont des clones. Tous droits, tous alignés au garde à vous. Mais quand je vais dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, hein, j'en reviens et j'ai vu des choses fantastiques. Eh ben, l'arbre, il est issu de semis, donc il y en a un qui pousse un peu à droite, il y en a un qui pousse un peu à gauche, ils sont tous un peu différents et ils ont tous une personnalité. Et c'est ça et là, il y a un problème sanitaire qui est très important, c'est que, et j'étais en opposition avec le clonage, et encore plus avec la multiplication in vitro. J'étais en totale opposition, parce que là, on fait un clone, et si on a un clone, et qu'on a une maladie qui arrive sur ce clone, elle vous embarque tous les végétaux de la ville. Comprenez? Une maladie ou un insecte. Alors donc, c'est encore plus un problème sanitaire que d'avoir des végétaux multipliés en méthode végétative par semis. Et je suis allé en Afrique. Alors là, les arbres tout tordus, il y en a un qui est à droite. Mais c'est beau, c'est fabuleux. Alors maintenant, j'ai fait des CP remontés pour mettre en alignement. Mais croyez-moi, ça plaît. Hein. Il y a beaucoup d'architectes qui ont commencé à planter, il y a déjà 10 ans, hein, qui ont commencé à planter des alignements en CP, parce que là, on va donner une expression à l'arbre et il va être magnifique. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il passerait trop de temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ils se sont pas pris la tête du tout pour planter. Ils ont planté jeunes, hein. Ils plantent en général dans les pays sous-développés, enfin, les pays pas très riches, ils plantent jeunes. Ils plantent à racines nues. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On plante à racines nues, ils font un trou d'1 mètre, pouf, ils mettent l'arbre. Mais l'arbre, il est jeune, il va sortir de la fosse tout de suite parce qu'il n'a pas grand-chose à croûter dans la fosse. Et l'arbre, il va bien se développer. Il va se développer plus lentement, hein. Ça c'est clair. Mais il va se développer plus durablement. Alors que nous, on fait une grosse fosse, on l'enrichit, on met tout ce qu'il faut dedans, et l'arbre, il tourne dedans, et il n'arrête pas de tourner. Mais quand il a fini de tourner, puis quand il a fini de croûter tout ce qu'il y a à manger dans la fosse devient presque stérile, et l'arbre dépérit. Et c'est ce qu'on constate sur les parkings de supermarchés, partout, on constate des végétaux qui dépérissent à un certain stade. Ils poussent bien, et d'un seul coup, poum, ils font demi-tour. Voilà.